désigner un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats ou candidats? Monsieur Franck Joly, y a-t-il d'autres candidats? Qui est d'accord pour la candidature de Franck Joly? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. J'ai des excuses de Nicole Camp qui donne pouvoir à Dominique Robert, Françoise Branche qui donne pouvoir à Blandine Monfray, Franck Silano qui donne pouvoir à Franck Joly et Sylvie Coutel qui donne pouvoir à Blandine Pagnon. Nous allons approuver ou non le compte-rendu de la séance du 22 janvier 2024. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Pas d'observation? Qui est pour son approbation? Qui s'abstient? Qui est contre? Avant de passer au sujet numéro 2, je voulais préciser que nous avons envoyé une note complémentaire avec un ordre du jour qui sera débattu en dernière question, à savoir la nomination de certaines voiries. Et je passe la parole à Blandine pour le débat d'orientation budgétaire. Bonsoir. Donc, comme chaque année, on doit se tenir un mois avant le vote du budget, le débat d'orientation budgétaire. Donc, tout le monde, vous avez dû tous recevoir avec la note de synthèse le document support du débat d'orientation budgétaire. Je vais vous passer toute la partie sur le contexte mondial, européen et national, et puis se focaliser plus précisément sur notre commune de Saint-Georges. Donc, tout d'abord, on va évoquer le budget commune avec le fonctionnement. Donc, pour les recettes, la plus grande partie de nos recettes viennent de la fiscalité locale, des dotations et des subventions d'État, des locations donc de la salle et de des salles, et également de la facturation donc de tout ce qui est restaurant scolaire et périscolaire et des droits de mutation. Donc, par rapport à la fiscalité, depuis 2006, il faut savoir que Saint-Georges n'a jamais augmenté ses taux sur la fiscalité. Donc, on vous proposera lors du prochain conseil municipal de continuer dans la même, on va pas dire une dynamique puisque c'est stable, mais de continuer comme ça et de garder ces mêmes taux. Pour ce qui est de la dotation globale de fonctionnement, a priori, on devrait avoir cette année une augmentation, donc on n'a encore pas eu de notification, donc on attend de voir, puisque sur la dernière décennie, notre DGF a été divisé par 20, donc on verra si 2024 vraiment on a une augmentation ou pas. Pour ce qui est de la facturation des salles, donc on a voté il y a quelques mois une augmentation des tarifs pour compenser les hausses des énergies. Pour les tarifs cantine en fin d'année scolaire, le conseil municipal se positionnera sur une revalorisation des tarifs à la rentrée 2024, chose que l'on fait maintenant chaque année pour que ces tarifs suivent l'évolution du coût de la vie. Les droits de mutation ont un peu diminué en 2023. Les droits de mutation, c'est ce qu'on perçoit suite aux transactions immobilières, et l'attribution de compensation qui est toujours équivalente. Voilà pour la partie recettes de fonctionnement. Pour ce qui est des dépenses, donc on a les frais de personnel qui ont augmenté de 6% sur l'année 2023 avec plusieurs embauches, puisqu'on a embauché donc une personne responsable de la communication et également un agent qui, dans le but de devenir le futur responsable des services techniques, puisque Pascal Charnet va nous quitter dans quelques mois. Ensuite, il y a forcément aussi l'évolution des carrières des agents qui impactent ce budget-là. Les dépenses à caractère général ont aussi beaucoup augmenté de 25%. Et en grande partie, c'est dû à l'augmentation du coût de l'énergie, des combustibles, etc. Les subventions aux associations sont sensiblement stables et nous avons également versé une subvention à l'EHPAD pour l'équilibre de son budget. Voilà pour la partie fonctionnement. Au niveau de l'investissement, donc pour 2024 est prévu donc
un bon nombre d'investissements dans les investissements qui chiffrent le plus, on va dire, de nombreux travaux de voirie qui vont continuer. On va continuer aussi à travailler et à démarrer le nouveau restaurant scolaire, avec dans le même temps donc, le projet de l'agrandissement de la maternelle et de la nouvelle halte garderie. Le musée de l'ENA devrait aussi être au cœur de notre réflexion en 2024. Donc ces projets seront financés par l'excédent de fonctionnement annuel plus le report des années antérieures, mais aussi par les subventions qu'on demandera à différents organismes. Voilà pour le budget commune. Concernant le budget assainissement, donc la partie fonctionnement s'équilibre avec les redevances d'assainissement collectif perçues par la commune. Au niveau des investissements, donc le renouvellement des canalisations vétustes et la mise en séparatif des réseaux va se poursuivre. Ces investissements seront financés par l'excédent antérieur, mais ça ne sera pas suffisant puisqu'il faudra absolument que cette année on contracte un emprunt. Voilà, donc nous allons revenir en détail sur tous ces points lors de nos commissions finances avec la commission pour préparer donc le budget prévisionnel 2024 qui vous sera présenté lors du conseil du mois de mars. Et donc pour la commission finances, petit rappel, la première réunion est demain soir. Voilà. Donc maintenant, place au débat. N'hésitez pas à poser des questions, etc. Alors c'est un débat, par définition, débat ça veut dire qu'on échange, donc toutes les questions sont permises bien évidemment, comme d'habitude. Les réponses devront être adaptées en fonction des questions qui sont posées, mais n'hésitez pas à souhaiter échanger. Est-ce que dedans, donc il y a des dépenses qu'on va faire pour la CCSB, non? C'est marqué, non? Est-ce qu'on va verser à la CCSB? Bah, je sais pas. Les ordures ménagères, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est pour nous que le votons, c'est la CCSB qui vote les taux. Ils seront légèrement en hausse. Mais attendez, moi j'aimerais qu'il n'y ait pas de confusion. On parle du budget communal. Oui, mais est-ce qu'il y a des sommes dedans qui sont reversées à la CCSB dans le budget communal? Alors, hormis les ordures ménagères, c'est une question. Non, mais les ordures ménagères, elles sont payées par les contribuables. Donc c'est un budget séparé de la CCSB, oui, mais qui impacte les contribuables du territoire. Tu veux parler de la CLECT? Par exemple, oui. Alors la CLECT, c'est la commission des participations en fait de charges des communes au budget de la CCSB, mais ça fonctionne dans les deux sens. Il y a eu une commission nommée récemment pour les besoins de la cause, puisqu'il y aura des clés de répartition à définir sur certaines choses qui concernent plus localement des compétences à prendre ou d'autres choses. Mais a priori, aujourd'hui, nous ne sommes pas impactés. La seule chose qu'on peut dire, c'est que nous, on reçoit une attribution de compensation, comme l'a expliqué, comme l'a dit Blandine, qui est linéaire, donc en euros constants. Et ça veut dire que nous ne bénéficions pas de toutes les augmentations de taxes dont peut bénéficier la CSB concernant les entreprises, les augmentations des bases, etc. Alors les taux n'évoluent pas en principe, mais mécaniquement, par l'augmentation des bases, il y a des recettes supplémentaires, des nouvelles entreprises qui s'implantent, des entreprises qui s'agrandissent, etc. Alors c'est vrai que là aussi, il y a des réformes de la CVAE, etc. On verra comment ça va impacter. Pour nous, aujourd'hui, le seul levier que nous avons, là je reviens au niveau communal et tu t'exprimeras, le seul levier que nous avons, c'est la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation n'est plus un levier. Les droits de mutation, c'est l'ancienne part départementale qui nous est rétrocédée, puisqu'on a perdu tout ce qui était économique. Voilà. Parfait. Mais on n'a pas de... moi j'étais au courant, mais c'était pour que tu t'expliques un peu. Voilà, non, mais on n'a pas de... Alors, sauf à avoir un service particulier de la communauté de communes, on peut avoir des flux d'argent, mais là c'est traité par convention et ça ne peut pas se faire comme ça. Merci. Blandine, tu nous dis qu'on va devoir faire appel à l'emprunt.
Est-ce qu'on a une idée du montant qu'on va emprunter et la durée? Alors le taux, c'est pour ça qu'on n'a encore pas contracté l'emprunt, puisqu'on a espoir qu'on aura le meilleur taux. Sur le montant, non, ça va être on va le définir justement en commission budget, suivant les investissements qui seront prévus pour l'année. Pour au fait équilibrer le budget, il faudra qu'on fasse un montant de... Sachant que... En gros, quand même, on peut donner des grandes masses, puisqu'on sait à peu près quels investissements nous faisons et de combien nous avons besoin. Ce sera de l'ordre de 3 millions d'euros à peu près. Et la durée, eh bien, le dernier était sur 15 ans, je 15 crois. ans, on a fait 1,5 million en 2018 sur 15 ans. Voilà. Et bon, après, c'est à moduler. Alors c'est vrai que ça dépendra aussi, le moment de déclenchement de l'emprunt dépendra des taux. Bien sûr. Merci. Et l'emprunt, ça concerne donc les travaux pour Bel Air. Par exemple, alors l'emprunt, ça concerne. Alors nous avons deux budgets. Hein. Il y a le budget général et le budget assainissement. Le budget assainissement, tout ce qui est assainissement, aussi bien en recettes qu'en dépenses, c'est dans ce budget-là. Donc on ne peut pas faire de travaux, je dirais, touchant de l'assainissement hors ces budgets. Donc ça concerne quoi? Ça concerne les travaux de renouvellement, les mises en séparatif. Aujourd'hui, il y a eu les travaux de Bourg-Chanin qui ont été achevés. Là, c'était un budget grosso modo de 900 et quelques mille euros, pour lequel nous avons eu une subvention de 30%. Ça faisait pas loin de 300 000 euros, c'était 280, je pense. Je parle sous contrôle, je sais pas les chiffres exacts, mais c'est l'ordre de grandeur. Derrière, c'est la route de Bel Air que nous faisons. Ça va être également peut-être l'étude de récupération des eaux usées pour en faire de l'eau disponible dans le cadre de la lutte contre les consommations d'eau potable pour d'autres usages, par exemple de l'arrosage, l'irrigation de prés, aller jusqu'au marais de Boitray éventuellement, etc., etc. Donc ça fait partie du budget assainissement. Nous avons tout ce qui concerne la station d'épuration qui sera peut-être à améliorer dans le cadre de son fonctionnement. Voilà, et puis la route de Port-Rivière a été faite, donc elle a impacté le budget passé. Et après, nous allons attaquer la rue du Beaujolais. Il y aura la route de nuit, chemin des Vignerons, les tuyaux sont dans un état quand même assez ancien. À réhabiliter et en profiter. Chaque fois qu'on réhabilite, on en profite pour séparer les eaux usées des eaux pluviales, de façon à être un peu plus écologiste, on va dire. Pour qu'on décide du montant de 3 millions, c'est qu'en face, on a déjà les prévisions de ce que vont coûter ces... Ou alors si on se donne l'enveloppe, en fait. Alors, l'enveloppe, on peut te la donner un peu plus précisément, je ne l'ai pas en instantané, mais nous avons presque finalisé le schéma directeur d'assainissement et des eaux de ruissellement qui vous sera présenté, je ne sais pas, peut-être prochainement, je pense. Et là, le bureau d'études a imaginé les montants. Oui, j'ai pas rêvé cette nuit. Et après, le prêt n'est pas fait pour telle ou telle rue. C'est bloqué sur le budget et après, nous, on le dépense. Cela étant, effectivement, Bernard évoque le transfert. Aujourd'hui, la communauté de communes n'a pas voté, mais elle souhaite, d'abord c'est la loi, récupérer la compétence assainissement et eau potable. L'eau potable aujourd'hui est gérée par un syndicat, le syndicat des eaux du centre Beaujolais, qui regroupe 14 communes, et l'assainissement est géré par la commune. Mais la loi dit qu'au 1er janvier 2026, ces compétences eau potable, assainissement passeront à la communauté de communes. Il y a eu un vote qui a été fait, je crois que c'était en 2019, ou oui, à peu près, et qui a dit non, on n'est pas prêt parce qu'on aurait pu passer cette compétence déjà en 2019-2020. Et on n'était pas prêt. Cette fois-ci, la compétence sera transmise. De toute façon, c'est obligatoire. Ça veut dire qu'il y aura un état des lieux qui sera fait. Nous, on passera notre budget. On n'aura plus le budget assainissement. C'est la communauté de communes qui l'aura et qui gérera l'assainissement, y compris la station d'épuration. En revanche, nous, on fait quand même nos travaux puisqu'ils sont nécessaires. Ouais. C'est vrai qu'après, ça sera plus la commune qui décidera, ça sera la communauté de communes.
Mais bon, le schéma directeur est là justement pour aider à la décision de réalisation de travaux futurs. Ils pourront le modifier, ça Ah, ça peut se modifier à tout moment. Un schéma directeur peut en chasser un autre. En revanche, s'il est bien fait, il a une durée de vie d'une dizaine d'années. Donc là, on a essayé de faire quelque chose de correct. Mais après, lorsqu'il y a 35 communes, eh ben, ça se gère différemment. Il y aura des priorités, et les priorités iront là où les travaux sont le plus urgents parce que les stations ne sont pas conformes, ou on rejette des eaux pluviales dans les eaux usées, ou des eaux usées dans les eaux pluviales, etc. Ce qui est pas ni conseillé ni autorisé. Donc après, ça sera effectivement en fonction d'un... Pardon ? Ça va peut-être retarder les travaux chez nous. Bah, nous, dès lors que les travaux sont enclenchés, ils n'ont pas de raison d'être retardés, mais effectivement, le programme que nous avons de faire ces travaux-là, il peut à un moment donné être différé par une décision de la CCSB, mais ça sera aux élus de Saint-Georges de se battre pour faire en sorte que leurs travaux soient faits. 5 contre 66. Oui, c'est à peu près le... C'est pas contre. Non, mais c'est en proportion du nombre de vaches. 5 sur 66. Non, super. Mais après, tous les sujets ne sont pas trop sensibles. Après, ça dépend. Il y a aussi du bon sens et de la logique. On ne fait pas des travaux pour le plaisir de faire des travaux, on fait des travaux parce qu'ils présentent un intérêt. Et nous, il faut reconnaître que nos réseaux sont assez anciens, donc ils ont besoin d'être rénovés. J'ai une question justement concernant ces réseaux anciens. On parle d'une enveloppe et on parle de plusieurs types de travaux. Est-ce que nous sera présenté dans le prochain projet le coût au mètre carré, enfin, je ne sais pas comment ça c'est en mètres linéaires, etc. Que ça se détermine parce qu'en fait on ne se rend pas compte et bon, pour l'avoir vu, c'est des sommes assez conséquentes quand même. Et donc effectivement, on a toujours l'impression que c'est un gros budget, pas beaucoup, mais enfin. Et combien de kilomètres seront réhabilités par rapport à notre réseau en fait, parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte en fait et que c'est assez conséquent. Alors, si je prends un exemple, la route de Bel-Air que nous allons réhabiliter, là où on utilise des techniques un petit peu plus innovantes, notamment pour la gestion des eaux pluviales, on a un linéaire qui doit faire 1,4 km, hein, c'est ça à peu près 1,2 km, et on a un budget de 1,2 million à peu près. Alors, bon, c'est le budget, on va faire les travaux. Alors, il faut reconnaître que on tombe pas forcément bien puisque la fonte a pris quand même pas mal. On a un quasi-monopole de Pont-à-Mousson qui continue d'augmenter alors que l'énergie baisse. Alors, pas l'électricité, mais le gaz, ce qui est aussi paradoxal. Et voilà, c'est le problème de... On est soumis à ce genre d'aléas, mais voilà, il faut faire les travaux malgré tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. Derrière ces travaux d'assainissement, nous allons enfouir les réseaux secs, donc c'est encore un billet significatif, et derrière, nous refaisons les voiries. Donc à chaque fois, pour prendre l'exemple de Bourg-Chanin, on a fait l'assainissement, on enfouit les réseaux secs, on est en train de le faire, et derrière, on prépare le programme de réfection des voiries. Oui, donc ce qui explique effectivement la durée des travaux et puis la répartition. Mais à l'inverse, par contre, on aura beaucoup moins de fuites, et je crois qu'aujourd'hui, on a un taux de fuite qui est énorme. Alors là, tu parles de l'eau potable. Alors, le problème d'eau potable est un peu différent, puisque là, c'est géré par un syndicat. C'est le syndicat qui décide. Nous faisons partie, nous sommes avec Michel délégué, et puis Hervé et suppléant. Le syndicat décide en fonction des besoins des 14 communes. C'est là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'assainissement, lorsqu'il sera à la communauté de communes, les priorités elles seront celles que voudront bien donner les communes et que voudra bien décider le conseil communautaire. Là c'est pareil, ça dépend du syndicat. Aujourd'hui on a un rendement qui est pas terrible, qui est d'environ 70%. On peut mieux faire, mais c'est la raison pour laquelle le syndicat décide de refaire des réseaux. Et lorsqu'on fait un réseau neuf, nous avions de la fonte grise qui est cassante, nous avions des réseaux
qui était un peu dans la campagne, qui était cassant, notamment sur Saint-Georges, vers Drouin, Chaffray, par là-bas. Et ils ont été rénovés. Là, on attend que la première phase du Gaget, de la route de nuit, a été faite. J'espère qu'ils vont la poursuivre cette année. Après, on aura les vignerons, ce qui nous permettra à nous d'intervenir par la suite. Et dans le syndicat, on a une représentation de 1 sur 66. Non, dans le syndicat, nous sommes 2 sur 28. D'accord. 1 sur 14. Merci. Et dernière question concernant la DGF. On a parlé effectivement qu'elle avait été divisée par 20. Un peu plus. Je voulais savoir en fait quelles sont on n'a pas des prévisions et comment calculer cette fameuse DGF, parce qu'en fait on a l'impression que c'est un peu arbitraire, c'est un peu forfaitaire. C'est pas arbitraire, mais le calcul est extrêmement complexe et orienté avec les coefficients d'intégration fiscale, etc., etc. Je ne suis pas dit fiscaux parce qu'il n'y en a qu'un coefficient d'intégration fiscale, mais il y a beaucoup de choses. Alors, la seule chose parce qu'il y a toujours une bonne et une mauvaise nouvelle, on a baissé de manière significative, mais je dirais au point où nous en sommes, on peut baisser encore, ça sera moins impactant, parce que quand on était à 800 000 euros, c'était impactant de baisser, mais quand on n'est plus qu'à 20 000 euros, c'est moins impactant. S'il y a transfert de compétences auprès de la CCSB, concernant tous les emprunts que nous, enfin ceux qu'on a déjà et ceux qu'on fera, l'intégralité des emprunts l'amortissement restant sera transféré à la CCB automatiquement. Alors, lorsqu'on transfère une compétence, on transfère ce qui va avec. L'actif et le passif. L'actif et le passif. Ce qui n'est pas toujours vrai, puisque c'est un SPIC, c'est un service public industriel et commercial. Donc lorsqu'on a de la trésorerie, on peut la conserver. Elle peut rejoindre le budget, elle peut être conservée par la commune. Mais lorsqu'il y a des dépenses, elles partent à la collectivité qui l'accueille. Si vous en souvenez, ça avait généré un débat qui a duré 3 conseils municipaux lors de la mandature en TP-nultième, 2014-2000, fin 2017, où on avait un excédent de 1 509 000 qu'on a donné à l'agglomération de Villefranche alors qu'on n'était pas obligé. Merci. Mais pour autant, ça rentre quand même dans les calculs d'équilibre de CREC. Évidemment. Ça, c'est une autre histoire. De toute façon, au final, c'est toujours là qui paye. Je suivrai attentivement. Que ce soit en direct ou en indirect. D'autres questions? Simplement concernant les charges, électricité, gaz, on a une visibilité là, on a du... Enfin... Alors, aujourd'hui, on a la seule visibilité qu'on ait, c'est le gaz, qu'on a renégocié récemment. On est redescendu à 38 ou 9, 38 euros le mégawattheure, alors qu'on était monté à 75,80. 64,75. Voilà. Donc on est redescendu et on a un contrat de 2 ans, donc il est bloqué. En revanche, sur l'électricité, alors le CIDER vient de nous dire avoir négocié les contrats où nous sommes avec eux, à savoir le centre culturel, enfin l'école élémentaire de l'Est. Et ils ont réussi à négocier à un prix relativement intéressant, mais ce qui est un peu paradoxal puisqu'on parle de la situation générale, l'ambiance internationale, nationale et autres. Nous sommes producteurs d'électricité, en principe on est presque autonome, on l'était sauf jusqu'à l'année dernière, où le nucléaire a été un peu moins présent et où on a un petit peu importé de l'électricité de l'extérieur. Mais avec la REN et puis avec les réglementations européennes, on est obligé d'indexer, on a indexé le prix de l'électricité sur le gaz. Moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que quand le gaz diminue, on n'est pas baissé, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai une question concernant le budget investissement. On a évoqué le projet de la cantine et de l'extension. Je voulais savoir les coûts
qui vont être engagés sur 2024? S'agit-il uniquement d'études de faisabilité ou de travaux préparatoires? Enfin, à quel stade on se situe sur les coûts qui sont projetés sur 2024? On va dire globalement, le restaurant scolaire, on va parler de celui-là puisque c'est celui qui va démarrer en premier. On sera grosso modo tout compris sur un budget d'1 800 000 euros et j'espère bien qu'on va en engager une grosse partie cette année. Allez, je vais dire 1 million. Pour dire un chiffre. Qui n'a pas de sens parce que il est évident que si ça se passe comme on pense, ça sera plus le budget 2025 qui sera impacté. Mais il faut en impacter davantage. Mais il faut... Voilà. Mais ça, après... D'autres questions? Et la couverture de la salle de la pirogue qui avait été éventualisée et peut-être faire des ombrillages sur le parking, c'est budgétisé, c'est abandonné, c'est... Alors, la couverture de la salle, donc ça c'est un dossier assurance, on ne peut rien dire. Non mais avec des panneaux solaires. Hein. Panneaux solaires, pardon. Alors, panneaux solaires, ça, on attend les réponses des entreprises. On a un bureau d'études qu'on doit choisir. Et une fois qu'on l'aura choisi, on lancera la consultation, effectivement, pour voir quelle serait l'incidence et sur la salle culturelle, et sur l'école élémentaire, éventuellement la cour d'école et les ombrières. Mais ça, de toute façon, on a une opération panneau photovoltaïque qui sera prévue pour le budget 2024 et vous l'aurez dans les documents pour le conseil du mois de mars. Ouais. Okay. Dans les recettes de fonctionnement, la taxe d'habitation, bien sûr, elle n'existe pratiquement plus. La taxe foncière, que ce soit la taxe foncière pour les résidences secondaires ou les résidences principales, ce sera le même taux. Alors, aujourd'hui, effectivement, certaines communes ont la possibilité de mettre des taux variables de 0 à 60% de surtaxe pour les résidences secondaires. Ça se fait dans les zones touristiques. Nous, vu le nombre de résidences secondaires, je pense qu'on peut le faire, mais ça serait pénaliser des gens pour pas grand-chose. En principe, même dans les zones touristiques, moi je suis un peu contre ce sujet, puisque lorsque des gens ont une résidence secondaire, en principe ils viennent, ils consomment, ils font tourner le commerce. C'est anormal de les surtaxer, mais c'est une possibilité dont usent et abusent consciencieusement et copieusement certaines collectivités. On ne trouve pas que à Saint-Georges. On ne fait pas. Ouais, non mais je veux dire, oui. Mais non, mais t'as dit résidence secondaire, ça sert à rien. On y vit à Saint-Georges, on ne vient pas que pour... On y vit à Saint-Georges, on ne vient pas que pour des vacances. On y vit pour la gueule. Aussi. D'autres questions? Bien, je vous propose de clore ce sujet. Blandine, tu vas... Il y a la délibération, donc simplement il faudra prendre acte comme quoi le débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu et qu'on a bien évoqué cela. Donc, Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 février 1992 et de l'article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales et des nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales prévues par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, numéro 2015-991 du 7 août 2015, un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Par ailleurs, le 2 de l'article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 ajoute 2 nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport présenté à l'Assemblée délibérante à l'occasion de ce débat. Il s'agit des objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, l'évolution du besoin de financement annuel.
Conformément au décret numéro 2016-841 du 24 juin 2016, le rapport d'orientation budgétaire contenant des données synthétiques sur la situation financière de la commune a été établi pour servir de support au débat. Le conseil municipal donc devra prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2024, prendre acte de l'existence du rapport d'orientation budgétaire sur la base duquel se tient le débat d'orientation budgétaire et approuve le débat d'orientation budgétaire 2024 sur la base du rapport d'orientation budgétaire 2024. Donc qui est pour ces délibérations? Qui s'abstient? Contre? Merci. Bien, je vous remercie aussi pour la qualité du débat, parce que c'était intéressant. J'espère que ça a été pour vous, surtout. Question supplémentaire. Nomination de voirie, puisque c'est un sujet qui le passionne, je vais passer la parole à Bernard. Ça me passionne parce que ça concerne notamment la sécurité. Je parle déjà 2 fois à différents conseils, on avait déjà évoqué ce sujet. Je vais commencer tout de suite par vous lire la délibération et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Donc Monsieur le maire expose qu'il est nécessaire de proposer une nomination des voies non encore nommées à ce jour par la commune. En effet, il y a lieu de donner un nom à des rues pour permettre notamment d'améliorer la sécurité des secours pour les pompiers. Le conseil municipal doit donc se prononcer sur ces nominations desservant d'anciennes et de nouvelles habitations. Un dossier vous a été transmis en annexe et je vous propose donc de le balayer et nous allons vous faire des propositions de noms et qu'il faudra donc au final adopter ou amender. Donc on vous a présenté... Hein ? Adopter. On vous a présenté ces dossiers en appelant ça des cas. Donc nous démarrons par le cas numéro 1 qui concerne le lotissement du parc qui est perpendiculaire au chemin du Midi. Après avoir consulté le syndicat de ce lotissement, ils nous ont proposé de donner le nom de l'impasse, puisqu'on reste en impasse, du nom de la personne qui habitait avant cette maison bourgeoise, qui était Madame Lamy. J'ai une petite observation. Tout à l'heure, on a dit impasse de Lamy. Impasse Lamy. Oui, non, il faudrait, puisque ça, c'est comme ça qu'on l'appelait, le Clos Lamy. Donc impasse du Clos Lamy serait mieux, me semble-t-il. Donc nous vous proposons l'impasse du Clos Lamy. Oui. On discute comme ça, puis on votera d'une seule fois à la fin, parce qu'il y aura unanimité, je suppose. On développe, on continue. Donc le cas numéro 2, c'est une impasse qui se situe perpendiculaire encore à la rue des Sablons, qui descend sur la route de Béar. C'était anciennement le lotissement, enfin c'est le lotissement de la propriété Guerrier. Cette rue donnait accès à des serres. Donc nous vous proposons l'impasse des serres. C'est les grands jeux. Des serres, là. Pas le dessert, le petit gâteau, la friandise. Hein. Pas non plus. Ni le cerf, l'animal. Dessert, SE2ROS. Eh oui, ça. Ouais, c'est déjà compliqué. Le cas numéro 3. Nous sommes le long de la route de Bel-Air. Encore une fois, c'est une impasse. Nous ne sommes pas arrivés à déterminer un nom, mais il serait peut-être bien de proposer un nom d'un scientifique ou d'un médecin. Mais sachant que c'est une petite impasse, on ne peut pas mettre en valeur... Petit scientifique. Ah ouais, voilà. Génie sans bouillir. Est-ce que vous avez un nom Est-ce que vous avez un nom à proposer? Dominique en face, Marion. Un scientifique. Dominique quand même. Bon, on passe, si on a encore un passe, on mettra après les chasses. Nicolas Continue. Tesla. Je vous rappelle quand même une chose qui est importante, c'est que une partie des voiries que nous nommons sont des voiries privées. Et maintenant, c'est devenu une obligation de nommer également les voiries privées. Pour les pompiers, Pour les pompiers, pour le facteur, c'est la Poste qui fait ça. Eux, ils pensent totalement tout à eux. C'est laquelle là? Je vois C'est en pas. face Marion. Oui, à peu près, ouais. Oui, si tu veux, oui. Avant, c'était des champs d'asperges. Il y avait les champs d'asperges derrière.
impasse des Asperges. La personne a été consultée pour avoir un devis? Non, Ils répondent pas. Les gens, pas aujourd'hui. Moi, j'aurais voulu du délai, mais c'est urgent. Et ben parce qu'on arrive par exemple sur le cas numéro 4, où ce sont un nouveau lotissement et déjà des habitations sont construites. Donc c'est composé d'une rue qui va aller de la route de Bel Air au nouveau lotissement du parc, du Cartelet, et on a une petite impasse perpendiculaire. Donc là, on vous propose des aviateurs. On pourrait l'appeler la rue Mermoz et l'impasse Langlaine. Je suis pas encore aviateur. Je suis souvent dans les nuages, mais pas encore aviateur. Il plane. Comme ça, c'est pas que le Cartelet, c'était des écrivains. C'est des propositions après. Mbappé. Il va y en avoir d'autres au-dessus. Impasse Pour aller dans Mbappé. la continuité. Ah oui, on continue, Dans la oui, voilà. continuité. Donc la rue Mermoz et l'impasse Langlaine. Impasse Mbappé. Le cas numéro 5, alors là, on arrive sur la route du Beaujolais, on a plein d'impasses perpendiculaires en allant sur le nord, sachant qu'on part de la route du Beaujolais avec 2-3 collègues, et on a suggéré d'appeler toutes ces impasses avec un nom de crue. Et on commence, comme en bon français, on commence par une exception. La première impasse, eh ben, on vous propose de l'appeler l'impasse des Tuileries, parce qu'avant, il y avait une tuilerie. Mais c'est peu. Je connais pas ce cru. Hein? Je connais pas ce cru. Non, mais justement, comme je te dis, comme en France, il y a toujours des exceptions. Là, c'est Ouais, l'avis de Mathieu. J'ai demandé un peu autour de moi. Il y a un passe de la Grande Terre, parce que ça donne dans un. Oui, mais on a les grandes terres. Ça existe déjà. C'est mort. Un passe du hangar, il y avait un grand hangar avant, qui avait brûlé. Non, mais autrement, un passe, oui, c'était une ancienne tuilerie. C'est vrai, c'est bon. Il reste la cheminée. Là, c'est la cheminée, toujours la cheminée. Ouais, les tuileries. On va pas de la famille, mon frère. Ouais. un passe mon frère. Non, mais oui, passe de la tuilerie. Passe des tuileries, c'est bon. De la tuilerie, parce qu'il y avait une tuilerie. Donc après, on respecte ce que je viens donc d'évoquer. En partant sur l'est, la première impasse, on pourrait l'appeler l'impasse Régnier, parce que c'est un cru. C'est ce que j'ai évoqué. On aura plusieurs, donc Châteauneuf. Ensuite, on a un petit peu plus loin, en face du collège, et j'ai pas le droit de poser des questions. Oui, à la fin. Non. Un petit peu plus loin. Ouais. Un petit peu plus loin, en face du collège, on a l'impasse qui amène chez Blandine Pagnon. Donc on a proposé Juliena, sans aucune relation d'effet direct. En continuant sur l'ouest, le cas 7, l'impasse Chirouble. Cassis et Cassette. Et le cas numéro 8, il y en avait encore 3 dénommés. Cassos. On vous propose Brouilly, Chenat et Morveau. Le 7, Brouilly. Pour le 8-1, j'avais proposé Vauxhall. Dans le 8, on a 3 dénommés. Oui, elle va pas spécialement à la Vauxhall et on était parti sur la logique des crues. Oui, qu'est-ce que t'as dit, 7? J'ai peut-être noté. Le 7, Chirouble. Non, mais c'est la même route qui continue, c'est Paul qui n'a pas su faire un marron. Moi, c'est pas le 8. Ensuite, ça va être Brouilly, Chenas et Morveau. Il y en a deux. Sur le cas numéro 8, il y a 3 rues, 3 impasses. Paul, il t'a remis 3 là. C'est bon. Donc je vous propose de faire une délibération commune. Yannick, elle n'a pas trouvé. Ouais, il y en a une. Philippe et Châteauneuf. Il y a le 4-3, quoi. Il y a le cas numéro. Il y a un numéro 3. ça venait sur les champs d'asperges. Ouais, c'est bon. C'était les asperges de Monéguillon. Enfin, de Carbonex. À moins qu'il n'y ait pas des truffes. Ouais. Si, il y en a, mais c'est pas les mêmes. Ça peut être l'Asparagus. S'il y avait des chèvres, on peut faire des doses. Non, je sais pas. Moi, je dis pourquoi, mais je ne sais pas des
Jeune influenceur. Bon, je vous propose donc de voter. Qui est contre ces noms? Qui s'abstient? Qui est d'accord? Allez. Et la 3, on a dit quoi finalement? frapper celui-là, bon. La 3, c'est quoi, Bernard? La 3, Si, Tout le monde dit que c'est nul, mais on le vote comme c'est la meilleure. Si on a pas beaucoup de pour. Tout le monde dit qu'Asperge c'est nul et on le laisse quand si même. vous voulez changer, moi, je m'en fous. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Mais proposez rapidement, enfin. On mange Les arroses. asparagus, si ça gêne. Asparagus. C'est Ouais, mais- assez- non mais il a proposé peut-être parce que c'était féminin, comme tu y tiens un peu à la parité. Et puis, j'aurais du mal à écrire un poste asparagus. Il y a combien de maisons? Après, les plaques, si les noms sont trop grands, ils vont coûter plus C'est quoi les cher. marions Ah, bah alors là. Ils sont La spécialité des marions, c'est quoi? Ouais, mais quoi des... normaux. Place de la Rosée. Ah oui, Ah non, Flore. Un nom de fleur? Le poste de Des fleurs, elle est à la place de l'asperge. Les Un chrysanthèmes. poste des fleurs pour le code numéro 3. Voilà. Merci de l'unanimité. Bien. Bon, un pas des fleurs. Ouais, Ah oui, 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 non. Vous lirez le compte rendu dans la presse. Avec un passe-père. Vous pourriez pas récapituler. Alors, vous êtes tous d'accord? Monsieur Bourbeau, Attention. vous pourriez pas récapituler. Pour les fleurs ou pour le... Récapituler. Oui, t'as raison. Est-ce que vous pourriez récapituler les 8? Bien. Allez, questions diverses. J'attaque ou t'attaques? Je voulais vous parler d'un sujet, peut-être, je sais pas, je crois que c'est pas dans la presse, j'en sais rien, je lis pas le journal. Si, je lis pas le journal. Et lors du dernier conseil communautaire, il y a eu un sujet un petit peu sensible qui a fait débat, à savoir celui de la piscine. Lancer la piscine, moi je me suis exprimé, le vote a été un bulletin secret, mais bon, je ne fais pas de secret pour dire que j'ai voté contre. Il y a eu 44 pour, 17 contre et 46 et 17 contre et 3 abstentions, ce qui fait quand même 20 personnes qui ne sont pas convaincues par le projet. Et je trouve que c'est pas un projet largement partagé et je suis désolé qu'on en fasse un succès et qu'il n'y ait pas encore des discussions, puisque c'est un budget qui est quand même extrêmement lourd. La raison est celle-ci, hein, c'est un budget de 32 ou 33 millions hors taxes, qui risque d'avoir un petit peu de dérive. Oui, bon, mais on dit que la TVA, on la récupère. Donc, on nous promet 9 millions de subventions. Ce qui est un peu dommage, c'est que les collectivités oublient de dire que les 9 millions de subventions, ils viennent quand même des contribuables, tout comme le reste qui viennent de la poche des contribuables du secteur. Je pense que dans la situation actuelle où les budgets sont tous tendus et où les habitants se posent des questions, tout le monde se pose des questions, même les salariés, d'ailleurs je l'ai dit ainsi, hein, c'est pas très, je pense pas très correct d'engager des budgets aussi importants pour un sujet particulier. Alors il est vrai que la piscine c'est important, c'est intéressant, puisque ça apprend à nos enfants à nager, et pour le scolaire il est nécessaire d'avoir des équipements et des structures d'accueil qui permettent aux enfants d'apprendre à nager dans de bonnes conditions. Donc nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Le deuxième sujet sur lequel nous sommes d'accord, c'est que la piscine de Belleville est vétuste, voire obsolète, et qu'elle nécessite d'être rénovée. Enfin,
là, on propose un tiers-lieu aquatique avec une partie, enfin, pas Center Park, mais type ludique énorme, qui obère quand même le budget. Et on a beau nous dire que la partie tiers-lieu va renflouer le déficit éventuel de la piscine et qu'on va avoir des budgets presque équilibrés. Je pense pas que ça sera le cas, ou alors on est champion du monde. D'autant plus que le déficit annoncé actuellement est faux dans le calcul. Donc alors, on l'a refait à plusieurs, mais on nous a dit que, enfin, c'était pas grave. Annoncé à 100, en compte, il fait 350. Ouais, mais bon, c'est pas le plus gros problème. En ce qui me concerne, la raison de mon vote négatif était plutôt de dire on n'a pas besoin déjà rénover une piscine à 15 millions comme c'était prévu il y a 4 ans, ça fait un gros budget. Passer à 40, ça fait beaucoup trop. Et d'autant plus que, s'agissant du scolaire, on amène des enfants des 35 communes à Belleville. Ça veut dire beaucoup de déplacements, on parle de protéger l'environnement, de limiter les déplacements en véhicule, mais là on va les sacraliser. Moi j'étais plutôt favorable, avec certains, de faire une deuxième piscine dans le Haut-Beaujolais, de façon à aller au plus près de ces personnes-là, et puis en plus ça permettrait l'été d'avoir un lieu d'accueil qui peut amener des touristes et des habitants à revenir. On dit au niveau du SCOT qu'il faut rééquilibrer un petit peu les territoires, et là on fait juste l'inverse, en renforçant les capacités d'accueil et de service dans le Val-de-Saône, et à mon sens c'est au détriment des autres. Donc c'était la deuxième raison de mon vote négatif. Et puis je pense qu'il y a beaucoup trop, il y aura des incertitudes, même si on dit que le budget est tenu, on n'a encore pas consulté, on a déjà payé des bureaux d'études pour faire des études lourdes, on a plus de 30%, c'est 37% je crois d'honoraires de bureaux d'études, ça fait beaucoup, et sur des sommes aussi importantes, c'est impactant. Voilà, donc les raisons, elles ont été balayées par des raisonnements. En plus, un élu a dit qu'il faisait un pari sur l'avenir. Je pense qu'on n'a pas le droit de parler de pari quand on utilise l'argent des contribuables. Ça ne doit jamais être un pari. Ou alors le risque, il doit être extrêmement limité. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, mais je pense que c'est mon ressenti et je me suis permis de vous le faire partager, comme j'aurais fait partager. Le vote est à but d'un secret, mais j'ai bien le droit de dire ce que j'ai voté. Et moi, je vous confirme qu'étant élu communautaire, j'ai voté également contre. Patrick, tu nous as dit 37% de coût de bureau d'études. Donc on est en train de dire 37% de 30 millions. Non, de 25. De 25 millions. Ouais, enfin c'est quand même énorme quoi. 6 millions de bureaux d'études. 30% de la totalité. C'est sur 40 millions. Non, on a un peu plus de 25 millions de travaux, et on doit avoir, je ne sais plus, c'est 8 ou 9 millions d'honoraires. C'est enfin, tout ce qui concerne, tout ce qui est hors travaux en fait. Ça c'est payé. Non. Là on a eu les études. Des douglas d'Amazonie. Ah oui, c'est vrai, t'avais fait lire l'artiste. Oui. Parce que je savais pas. Par 3, oui. J'espère pas, parce qu'alors là, on n'est pas bien, les gars. On était à 40, il se fait 120 euros. Le baquet d'eau javelisé de merde. Plus 1 à 3. Non, mais c'est... Alors moi c'est pareil, donc j'ai voté contre. Alors pour les chiffres, je dirais à la limite c'est pas ce qui m'a le plus inquiété. C'est surtout c'est que en fait donc c'est la communauté de communes qui va s'occuper de gérer ce Center Park en fait. Et alors, en plus sur les chiffres, alors bon j'avais posé une question mais bon ça m'a été retranscrit. Donc il faut 500 entrées payantes par jour tous les jours déjà.
pour seulement financer une partie, quoi. Après, bien sûr, bon, dedans, il y a les écoles qui vont mettre leurs enfants, puis il y a les clubs de sport quoi, qui vont faire de la natation. 176 000 entrées par an. Ça fait 500 entrées par jour sur 360 Sur une jours. population de... 45 millions si on prend la communauté. 45 000. 45 000. Si on était 45 millions, ça passerait plus facilement. Fastoche, crème. Enfin, pour moi, Oui, mais sur le budget de fonctionnement Oui. annoncé, ces chiffres-là sont audités, parce que, je veux dire, là c'est publié par, du coup, avec des études. Parce que ça, là, quand même, on a quand même voté un document, c'est quand même assez impressionnant. Les chiffres sont quand même. Là, on parle d'un quasi-équilibre sur la piscine, sur le budget de fonctionnement. 100 000, c'est 350. Non, piscine plus on ferme. a repris une belle opération financière, alors qu'en fait, effectivement, normalement, les budgets de fonctionnement Non, mais il ne faut pas se faire d'illusions. On a quand même voté sur un document. De toute façon, on a des piscines autour de nous, elles sont toutes... alors, il y a plusieurs modes de gestion. Là, ils veulent le faire en régie, en disant on va mieux gérer, on va... Pourquoi pas? Il y en a qui gèrent l'assainissement en régie, qui gèrent l'eau en régie, on peut gérer en régie. Mais